Amis expatriés, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce beau plateau avec un grand défi aujourd'hui. Nous avons 45 minutes pour vous faire comprendre la protection sociale à l'étranger. Et quand on a annoncé cette conférence, vous avez été nombreux à nous dire bon courage parce que c'est super compliqué. Mais nous avons un atout majeur. Aujourd'hui, nous avons des invités hyper pédagogue et expert. Nous avons Rachida Kassi, qui est la directrice de la communication et du développement de la Caisse des Français de l'étranger, que vous avez peut-être déjà vue ici. Rachida, bonjour. Bonjour Alix. Et nous avons aussi la chance d'avoir Judith Pereira. Judith, qui est directrice de la mobilité internationale du groupe EVAFAGE, vous savez, le groupe de construction. Judith, bonjour. Bonjour. Et puis nous avons en provenance de San Francisco, Sixtine Gontier, qui est une ancienne expatriée, qui arrive tout juste, elle est encore plus ou moins dans ses cartons, et qui, elle, va nous raconter l'expérience des expatriés dans des pays où il n'y a pas de sécu. Sixtine, bonjour, merci aussi d'être avec nous. Bonjour. Et enfin, nous aurons le témoignage tout à l'heure d'Amélie Faux, Amélie qui est expatriée à Mexico. Et donc, avec vous, mesdames, on va pouvoir décrypter, réfléchir à ce que veut dire la protection sociale. Pour nous, alors là, c'est vraiment une émission aujourd'hui très française, parce que les Français, nos amis belges vont avoir un peu les mêmes réflexes, mais les Français, on a quand même une relation avec la protection sociale qui est extrêmement particulière, et ça nous rend un peu plus fragiles quand on part en expatriation, parce qu'en fait, on est un peuple très protégé dans ce domaine. Et l'image, on a une métaphore là pour vous tout au long de cette émission, c'est celle du film Gravity. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Gravity, où les astronautes font l'expérience difficile et dangereuse du fait d'avoir toujours été soumis à la gravité et que tout à coup, là dans l'espace, leurs réflexes élémentaires doivent être réinventés parce que le tournevis qu'on pose sur la navette spatiale, pour reprendre une des grandes scènes du film, c'est pas parce qu'il est posé qu'il ne va pas s'envoler. Eh bien, de la même façon, à l'étranger, ce qui nous semble aller de soi, si j'ai un accident, je vais être soignée, si je suis malade, on va s'occuper de moi, va à l'étranger, commencez par, qu'est-ce que vous avez comme protection sociale, qu'est-ce que vous avez comme carte qui vous donne le droit ou pas, et ça peut être ou pas d'être soigné. Donc on va se réinventer aujourd'hui, se reconditionner avec votre aide. Merci mesdames. Et on va commencer par présenter l'invité d'honneur de cette émission, qui est la Caisse des Français de l'étranger. Rachida, qu'est-ce que tu peux nous dire de la CFE ? Merci de me donner l'occasion de prendre la parole une fois de plus auprès de femmes expats. La CFE, la Caisse des Français de l'étranger, comme son nom l'indique, est une caisse qui a été créée en 1978 à la base pour couvrir le besoin des expatriés envoyés par leur employeur en mission à l'étranger. Donc depuis 1978, la CFE a beaucoup évolué, comme le besoin des expatriés aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut dire que la CFE, c'est la Sécu des expatriés ou des Français de l'étranger. Aujourd'hui, en quelques mots, la CFE, c'est une caisse qui couvre environ 200 000 personnes partout dans le monde, pour à peu près, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères, un peu plus de 2 millions de Français expatriés. Donc on couvre à peu près 10% des Français expats. 10% des Français expats, ça veut dire que les 90% d'autres, ils font quoi ? Ils n'ont pas de sécu, ils sont ailleurs ? Alors c'est une bonne question, mais ça fait sens avec ce que tu disais en début d'émission. C'est que je n'ai pas forcément la réponse, j'ai qu'une réponse partielle. On a une bonne partie qui est couverte par une assurance privée, donc qui sort du champ de la sécurité sociale, qui sort du modèle de protection sociale français. On a une autre partie qui est couverte localement, parce que sur place, dans leur pays de résidence, il y a des systèmes de protection sociale suffisants. Et puis, on pense qu'il y a toute une partie qui n'est pas assurée, parce qu'ils vivent dans un pays où il n'y a pas nécessairement de protection sociale ou d'assurance, ou parce que, du coup, d'avoir l'équivalent de la Sécu française à l'étranger peut être beaucoup trop cher. Et première question là-dessus, qui nous est souvent revenue parmi les gens qui sont inscrits pour regarder cette émission, il y en a un certain nombre qui ont l'impression que la Sécu va les suivre quand ils vont partir à l'étranger, au moins pendant un certain temps. Rachida, donc, première question là-dessus, la Sécu, ça s'arrête
quand on passe la frontière française ou un petit peu après? Alors, ce n'est pas aussi évident que ça, mais en général, le droit à la sécurité sociale est cantonné à son lieu de résidence. En fait, on considère qu'une personne réside à l'étranger à partir du moment où elle a quitté le territoire français depuis plus de 3 mois. Donc, il peut y avoir ce laps de temps de 3 mois, mais au-delà de 3 mois, ou de toute façon, à partir du moment où on déclare qu'on va résider à l'étranger, on est censé ne plus être couvert, ne plus avoir de droits en France. Donc, la CFE, je le disais, c'est une caisse de sécurité sociale, mais contrairement en France, donc en France, on n'a pas, à partir du moment où on réside en France, d'être affilié à la Sécu ou de cotiser à la Sécu, c'est obligatoire. La CFE est une adhésion volontaire. Donc ça dépend du choix, en fait, c'est le libre arbitre de la personne qui va vivre à l'étranger, de cotiser ou non à la CFE, si elle n'a pas d'autres moyens, enfin d'autres systèmes de couverture santé. Et ça, c'est un leitmotiv, hein, dès qu'on parle d'expatriation, on passe d'une logique souvent obligatoire pour pas mal de sujets en France à une logique de responsabilisation. Vous êtes à l'étranger, plus personne s'occupe vraiment de savoir ce que vous allez devenir, donc c'est à chacun de subvenir à ses besoins. Et donc ça, c'est une première rupture. Tout à fait. Passer d'une logique d'obligation à une logique de responsabilité. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on interroge Sixtine. Donc Sixtine, toi, il y a 12 ans, tu es partie en Californie. Est-ce que tu étais consciente de ces enjeux, de la nécessité de travailler sa protection sociale quand on part à l'étranger? Et comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, on est parti avec la compagnie de mon mari, et donc il y avait une assurance locale, puisqu'il était, il était considéré, on est sorti du cadre professionnel ici, donc en France, donc il était embauché en local, donc on a eu une assurance en local. Mais c'est vrai que quand je vous écoute, je me dis, j'aurais bien voulu avoir cette conférence il y a 12 ans pour mieux comprendre un petit peu la CFE, parce que voilà, ça aurait peut-être on aurait peut-être choisi une autre assurance. En tout cas, on était assuré aux États-Unis. De toute façon, aux US, on ne part pas sans assurance. J'ai de nombreux exemples à vous donner sur voilà, ceux qui ne prennent pas d'assurance courent un gros risque. Et effectivement, on peut se dire que ça peut coûter cher, mais au final, s'il se passe la moindre chose, ça peut. Enfin, les coûts tout de suite, c'est 85 000, 90 000, 100 000 dollars très vite. Après, si vous n'avez pas du tout de revenus ou très peu de revenus, là, ils vont quand même vous soigner. Ils vont vous prendre. L'image que l'on a on arrive aux urgences, il faut tout de suite donner sa carte de sécurité sociale avant d'être soigné. Bon, c'est un peu dans les films, hein, évidemment, qu'ils vont vous soigner, mais après, il va quand même falloir payer la facture. Et j'ai rencontré une prof de sport qui était prof de sport dans des écoles qui n'avaient pas d'assurance et qui, bon, elle a été faire du ski nautique un dimanche. Le lendemain, elle était en béquille et elle m'a dit, je ne prendrai jamais ma retraite parce que je n'avais pas d'assurance santé et je dois payer. Ma facture est de 85, 90, 100 000 dollars pour mon genou, ma rupture de ligament croisé. Et elle m'a annoncé comme ça, froidement, je ne prendrai jamais ma retraite. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alice. Complètement. Sixtine, tu as planté le décor et maintenant, on va pouvoir passer à une partie suivante et on va pouvoir creuser ces questions. Qu'est-ce que la protection sociale et comment est-ce qu'on est couvert en France et à l'étranger? Donc Rachida, notre experte, en France, la Sécu, en fait, elle sert à quoi sur le plan de la santé? Aujourd'hui, la Sécu, elle prend en charge tous les frais de santé qui sont liés à la santé. Donc il y a une première garantie que couvre la sécurité sociale, c'est la garantie maladie, maternité, invalidité. Donc c'est tous les frais de santé liés à des problèmes de santé qu'on pourrait avoir. Donc ça peut être la pharmacie, une consultation chez un généraliste, l'hospitalisation, etc. Sur la partie des salariés, il y a également la partie des indemnités journalières, donc en fait qui vient compenser une perte de travail liée à un arrêt maladie.
Donc on vient compenser, la sécurité sociale vient compenser par le biais d'indemnités journalières la perte de salaire. Et puis il y a des risques qui sont très liés, enfin, ou en tout cas des garanties que la sécurité sociale couvre, liées au salariat, en fait, à l'activité professionnelle réalisée, donc qui sont l'accident du travail, maladie professionnelle. Donc c'est aussi tous les frais de santé et les indemnités journalières liées à soit l'incapacité de travailler, soit à une maladie liée en exerçant son travail, ou l'accident du travail. Et la dernière garantie que propose la sécurité sociale en France, c'est la retraite. Donc cotiser tous les trimestres à l'assurance vieillesse pour qu'une fois l'âge requis, on puisse partir à la retraite et toucher une pension de retraite. Donc ça, en France, c'est automatique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours consensuel, on le voit bien. Néanmoins, on peut se préoccuper de ses droits et de leur ampleur, mais on n'a pas trop à se préoccuper de savoir si on est bien couvert à partir du moment où on travaille. Exactement. Quand on part à l'étranger, on a vu, ça s'arrête. Sixtine nous a bien expliqué les enjeux. Et là, la CFE intervient donc pour 10% des expatriés. Comment et pour faire quoi ? Alors, pour assurer la continuité avec le système de sécurité sociale français. On parle vraiment de continuité, puisque si on adhère à la CFE, je le disais tout à l'heure, c'est une assurance volontaire, si on prend la décision de souscrire à la CFE, on est vraiment couvert à l'étranger dans les mêmes conditions qu'en France. Puisque, effectivement, nous, on va venir intervenir sur des remboursements, donc sur les 3 garanties que je viens de citer, la maladie, la maternité, l'invalidité, l'accident du travail, la maladie professionnelle, et la retraite, dans les mêmes conditions qu'en France. Donc en France, on a des tarifs conventionnés sécurité sociale. Nous, on a les mêmes références en fait à l'étranger, si ce n'est que la problématique que l'on peut rencontrer à l'étranger, c'est que les coûts de santé sont différents. Ils ne sont pas tous équivalents à la France, ils peuvent être inférieurs, ils peuvent être largement supérieurs, comme on l'a vu avec le témoignage de Sixtine. Typiquement sur les États-Unis, le remboursement CFE ou le remboursement Sécu, il sera mineur par rapport au coût réellement engagé par l'assuré. Donc du coup, c'est plus on va prendre l'adhésion suffisamment tôt au départ de France à la CFE, plus on sera couvert et on n'aura pas de risque de rupture entre le système français et sa période d'expatriation. Si je comprends bien, donc là on voit sur cette image ce qui peut se passer quand on n'est pas du tout couvert et qu'on a oublié les lois de la gravité ou les lois de la Sécu. Tu nous dis, on est couvert exactement comme en France sur la structure des remboursements, mais pas sur le montant. Ce qui me fait m'interroger, si jamais je suis aux États-Unis, quel est l'intérêt pour moi d'avoir une protection sociale de la CFE, si jamais le taux de remboursement est faible ? Alors, comme je le disais, comme la CFE est une assurance volontaire, ça n'exempte pas en fait, de cotiser à la CFE, ça n'exempte pas de devoir cotiser localement s'il y a des assurances obligatoires localement. Donc ça peut représenter un coût, mais j'ai beaucoup de témoignages aux États-Unis, et Sixtine pourra peut-être le confirmer, où en fait le coût de la santé est tellement cher que quand on se sert de son assurance privée, parce que du coup c'est souvent des assurances privées, il y a possibilité l'année d'après d'avoir une surprime liée à sa cotisation parce qu'on a beaucoup consommé l'année d'avant, ou d'avoir des exclusions. C'est-à-dire que l'assurance peut très bien dire vous avez telle ou telle pathologie, nous on ne prend pas en charge, donc vous devez quand même avancer les frais. Donc non seulement il y a un coût lié à l'assurance, mais ce n'est pas dit en fait qu'on soit couvert complètement, puisque les assurances ont la possibilité d'exclure certains remboursements liés à certaines pathologies. Ce qui n'est pas le cas de la CFE. La CFE n'a pas d'exclusion médicale, elle n'a pas de limite d'âge non plus, donc on prend vraiment tout le monde, toutes les pathologies. Et du coup, moi j'ai des témoignages de personnes qui me disent on a les deux, parce que de toute façon c'est obligatoire d'avoir une couverture locale aux États-Unis, mais je fais le choix en fonction de mes soins, je fais le choix d'utiliser un coup la CFE ou un coup mon assurance privée pour ne pas avoir de surprime. Donc ça permet d'être vraiment couvert quoi qu'il arrive. Et puis quand on revient en France, est-ce que les mutuelles étrangères couvrent les soins en France ou est-ce que ça dépend des systèmes ? Quand on est encore résident à l'étranger ? Oui. Alors pour le coup, on a des complémentaires santé, des mutuelles qui travaillent avec la CFE, avec laquelle on a des accords et qui proposent des solutions qui viennent en complément de la CFE. Donc si la CFE intervient partout dans le monde, ou en tout cas dans le pays de résidence et en France, du coup, il faut choisir une mutuelle internationale qui vient proposer une offre complémentaire aux offres de la CFE.
Ça devient plus clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais on va continuer à creuser, hein, parce qu'il y a plein de sujets. Un système de base sur lequel on va venir voir une mutuelle, on va revenir sur les mutuelles tout à l'heure, mais déjà parce que là quand on entend Rachida, ça a l'air hyper simple, et on sait tous que ce n'est pas le cas. Donc, partie suivante, Rachida, quelles sont les différences d'un pays à l'autre? J'imagine que déjà, Union européenne, hors Union européenne, c'est pas la même chose, mais il y a plein de spécificités locales aussi. Bien sûr, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir des pays à l'étranger où le système de sécurité sociale ou le système de protection ou d'assurance locale est largement suffisant. On peut avoir des pays où il n'existe pas de protection sociale, de système de protection sociale. Et puis, il peut y avoir des pays qui ont des accords de coordination entre la France et le pays de résidence. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de possibilités. Enfin, le champ des possibles est vraiment divers et varié. Et donc, en fonction, on n'a pas forcément les mêmes droits. Ça nous fait forcément les mêmes droits. Quand je parle de coordination, c'est des accords entre organismes de sécurité sociale qui donnent droit à en utilisant la sécu locale de résidence, qui donne des droits selon les règles de la sécurité sociale du lieu de résidence, mais qui permet au retour en France d'avoir une réaffiliation au système de sécurité sociale français. Alors effectivement, ça paraît simple, mais c'est simple quand on anticipe, quand on sait exactement dans quel cas on est, s'il existe des accords, s'il n'y en a pas, s'il y a un système de sécurité sociale suffisant. En l'occurrence, il faut voir que la plupart du temps, on peut être bien couvert localement, mais on perd toute la partie couverture en France. Donc on perd ce lien avec la France et c'est ce que la CFE en fait apporte aujourd'hui. C'est vraiment, on transpose le modèle français à l'étranger et quel que soit le pays étranger. Ce qui permet en fait au départ comme au retour d'avoir cette coordination et d'avoir ce lien avec la réaffiliation et en tout cas le lien entre la Sécu ou la CFE. Et tout, parce que ça c'est vraiment une constante dans la vie des expatriés, ceux parmi vous qui sont expatriés depuis un moment le savent, ça permet aussi de prendre les soins qu'on fait en France pendant les séjours, par exemple pendant l'été, et là les femmes, on le sait bien, le gynéco c'est souvent en France parce que ça vaut beaucoup moins cher, parce que c'est en français, et ça le fait d'être affilié à la CFE permet que ce soit pris en charge. Exactement, en fonction de la couverture que l'on prend, mais quasiment tous nos produits permettent de venir se faire soigner en France lors de séjours temporaires. Alors effectivement, il ne faut pas oublier que la CFE a pour vocation à couvrir des personnes qui, à la base, résident à l'étranger. Donc sur des courts séjours, effectivement, on prend en charge les frais de santé qui ont lieu en France. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'on a étudié effectivement les remboursements qu'on effectuait, dans quel pays on les remboursait, et 50% des remboursements qu'on effectue sont des soins qui sont effectués en France. Voilà, donc cette couverture en France, 50% des soins, je crois qu'on s'y retrouve plus ou moins les unes et les autres. Donc selon les pays, si je creuse encore un tout petit peu selon les pays, est-ce que tu peux, Rachida, nous donner des exemples de pays où vraiment la couverture CFE fonctionne super bien Alors, en fait, on a zoné le monde entier en fonction du coût de la santé. Et on a fait une équivalence en taux en fait, de prise en charge que la CFE peut prendre en charge en fait, en termes de remboursement. Donc ça va de la zone 1 à la zone 5. La zone 1 correspond à tous les pays où le coût de la santé est faible et donc le remboursement Sécu est élevé. Et la zone 5, c'est typiquement les États-Unis ou Singapour, c'est les pays où le coût de la santé est tellement élevé que le remboursement Sécu est pas suffisant, clairement pas suffisant. Mais en zone 5, on va retrouver certains pays d'Afrique, plutôt le Maghreb, voilà. Donc c'est vraiment lié au coût de la santé au niveau local. Très bien, donc ça c'est les différences régionales. Après on a des différences selon les statuts. Et pour regarder les différences en fonction des statuts, on va commencer avec Judith Pereira, donc qui est, je vous rappelle, responsable mobilité internationale du groupe Eiffage. Judith, comment sont couverts les salariés que vous envoyez à l'étranger pour leur protection sociale? Alors nous aujourd'hui, la plupart de nos expatriés, ils sont couverts par la CFE.
Déjà aussi pour répondre à une obligation conventionnelle de protection en fait, sociale de nos salariés détachés à l'étranger ou expatriés. Et c'est ce qui nous paraît être effectivement le plus pertinent pour avoir une continuité dans leurs droits et une continuité en termes de garantie de couverture. Donc d'avoir quelque chose qui soit similaire en fait à ce qu'ils ont pu connaître en France. Et généralement, on propose en complément une mutuelle internationale et message international pour couvrir le reste à charge que pourrait avoir le collaborateur à l'étranger. D'accord, donc pour eux, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger, ils sont couverts. C'est transparent. Exactement. Et ça, c'est pour la santé et pour la retraite, c'est tout aussi indolore pour eux. Indolore, en sachant qu'en plus, on a effectivement les accords bilatéraux ou le règlement européen. Mais bon, il faut savoir quand même que quand on est expatrié, et puis alors chez nous, nos expatriés font beaucoup de pays, plusieurs pays. Ça, c'est pas bon pour la retraite, non? C'est pas bon pour la retraite. Les accords bilatéraux fonctionnent entre 2 pays, mais généralement pas 3 ou pas 4 ou pas 5. Et donc, du coup, on peut avoir des problématiques quand on part à la retraite et qu'on libère nos droits, de se rendre compte qu'en fonction des réglementations de chaque pays et des accords, au final, on n'a pas du tout la pension de retraite qu'on espérait avoir. Ça, c'est vraiment un point majeur pour les expatriés. Si je reformule, puisque tous ces langages de protection sociale, c'est assez technique, mais ça veut dire accords bilatéraux, c'est-à-dire que souvent, dans un régime de retraite, quand je reviens, je vais pouvoir faire valoir les droits que j'ai eus dans un pays, mais pas forcément plus. Si j'habitais dans 3-4 pays, on va peut-être me dire, le 4e, tant pis pour vous. Alors déjà, la France ne reconnaît qu'un accord, qu'une convention bilatérale, donc ça, il faut le noter, en dehors, bien évidemment, du règlement européen. Le règlement européen fait que tous les pays discutent entre eux. Donc si c'est l'Union européenne, c'est bon. Ça va. Même si, encore une fois, attention, puisque chaque pays a sa propre réglementation pour libérer des droits de pension. Même en Europe. Même en Europe. Et les droits de départ d'âge à la retraite sont différents aussi, même si on essaye de s'aligner. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir en tête que tout le monde ne part pas à la retraite au même âge. Donc, on peut avoir une pension en France et puis pas de pension, je ne sais pas, dans un autre pays européen parce qu'on n'a pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite dans ce pays. Et ensuite, effectivement, on peut avoir des pays, même au sein de l'Union européenne, qui n'ont pas d'accords bilatéraux avec un 3e pays. Pourtant, et la France, typiquement, peut en avoir un. J'ai en tête le Sénégal qui a un accord avec la France, mais pas d'accord avec la Norvège, par exemple. Donc, du coup, dès lors qu'on commence à avoir une carrière très internationale, je dirais attention à la retraite. Et juste pour compléter, en fait, ces accords en fait, sur la retraite qu'il peut y avoir entre la France et certains pays ne permettent de cotiser que sur le nombre de trimestres. Et pas sur le salaire des collaborateurs. En fait, aujourd'hui, le calcul de la pension de retraite, c'est le nombre de trimestres cotisés multiplié par les 25 meilleures années de salaire, 25 meilleures années de salaire, divisé par le nombre de trimestres pour avoir la retraite à taux plein. Donc, du coup, si en période d'expatriation, on a ces salaires qui pourraient faire partie de ces 25 meilleures années de salaire, ils ne seront pas pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. Donc, du coup, ça, plus ces pays où il existe des conventions, mais si on fait une carrière multi-pays et donc plus de 2 pays où il existe une convention, il faut savoir qu'on n'en retient qu'une. Donc, on peut avoir aussi un trou dans la carrière au niveau des trimestres. Le fait de cotiser à la CFE sur la retraite permet de gommer tout ça. En fait, la CFE est le seul organisme qui permet de pouvoir cotiser à la retraite quand on travaille à l'étranger dans les mêmes conditions que si on était resté en France. Donc on cotise sur le nombre de trimestres, mais également on prend en compte les 25 meilleures années de salaire si le salaire à l'étranger fait partie des meilleurs salaires. Et si on a une carrière multi-pays avec X conventions, c'est complètement gommé. Ça, c'est vraiment des points cruciaux. Et là, on voit la différence entre les expatriés d'entreprises envoyées par Judith Pereira et Eiffage pour cela, mais pour tous ceux qui sont expatriés d'entreprises, et ceux qui sont en contrats locaux. Parce que, première différence, c'est qu'il y en a qui vont être accompagnés, même au-delà du financement, pour qui ça va être pris en charge dans le sens, parce que vous voyez à quel point c'est technique, et pour connaître beaucoup de responsables de la mobilité internationale, assister à leurs échanges, et j'entendais Rachida et Judith parler tout à l'heure, pour moi, c'était du chinois. Ceux qui se partent avec une entreprise sont bien contents de ne pas avoir à se plonger dans cette technicité. Mais justement, donc, parlons aussi de ceux qui sont en contrat local, parce que pour beaucoup, la CFE, c'est réservé aux entreprises. Or, on peut cotiser quand on est un individuel. Sur la partie retraite, complètement, d'ailleurs sur toutes nos garanties, mais sur la partie retraite, effectivement, on peut cotiser à titre individuel, l'essentiel étant de travailler à l'étranger et d'exercer une activité salariée, pour le moment. D'accord.
Ça, c'est pour la retraite et pour la santé également. Il y a des critères pour la santé, des critères de nationalité. Il faut être français ou européen. En gros, il faut avoir déjà pu bénéficier du système français. Enfin, il y a une logique, puisqu'on est en continuité avec le régime français. Il faut en tout cas être parti de France. Et donc sur la santé, il y a ce critère d'éligibilité de nationalité française. De nationalité. En revanche, on a beaucoup de questions de gens qui nous disent « Moi, je suis entrepreneur, donc je n'ai pas le droit à la CFE » ou « Est-ce que j'ai le droit à la CFE ?» La réponse ? Ça dépend sur quelle garantie. Sur la partie santé, on ne fait pas d'exclusion, enfin c'est vraiment tout le monde. Sur la partie retraite, c'est ce que j'expliquais, en fait, on transpose le modèle français, donc on représente la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est à l'origine une caisse où cotisent les salariés. Alors aujourd'hui, c'est ce que je disais en début d'émission, on a le profil des expatriés qui a évolué, de plus en plus d'indépendants qui partent à l'étranger. C'est des discussions qu'on a en interne pour essayer de voir si on peut ouvrir la retraite aux indépendants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on peut souscrire à la retraite côté CFE à partir du moment où on a une fiche de paye. Donc on peut très bien être indépendant et se payer. Donc c'est le statut de gérant salarié en France. Si on a l'équivalent à l'étranger, on peut quand même souscrire à la retraite par le biais de la CFE. Donc, je reformule parce que tout ça est bien technique et on va cranter comme ça. Ce qui est sur l'assurance santé, c'est universel. On peut tous y souscrire, qu'on soit salarié, entrepreneur, contrat local, expat d'entreprise, c'est l'entreprise qui va le faire, mais on pourrait si on voulait. La retraite, il faut une fiche de paye, y compris une fiche de paye de gérant salarié. Tout à fait. Il y a le cas des conjoints expatriés aussi. Judith, vous, qu'est-ce que vous faites pour les conjoints de Eiffage ? Alors nous, aujourd'hui, on a la particularité d'avoir beaucoup de géocélibataires. Donc du coup, effectivement, on n'a pas forcément aujourd'hui de prise en charge, en tout cas des trimestres pour les conjoints d'expats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la CFE le propose et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour changer ça. Ça, c'est sur la retraite, mais sur la santé, ils sont ayant droit. Ça c'est comme pour la Sécu en France. Exactement. Les enfants et les conjoints, pas forcément mariés d'ailleurs, et ça peut être aussi sous le PACS ou concubinage, ils peuvent être ayant droit de la CFE et aussi de la mutuelle. Ayant droit, ça fonctionne, même s'ils travaillent à la différence de la France. Tout ou à pas. fait. C'est une question qui revient très souvent. Ça. Même s'ils travaillent, mais je laisse, pardon. Complètement, c'est ça. Sur la partie santé, effectivement, nous, on assure vraiment toute la famille. Donc le collaborateur et sa famille, qu'importe la situation du conjoint ou de la conjointe. Et ça, les femmes expats, c'est une question que vous nous posez souvent. Est-ce que si jamais je me mets à travailler, je pourrais toujours bénéficier de la CFE de mon mari ou de la CFE de ma femme ? La réponse est oui. Sur la partie santé. Sur la partie santé. Sur la partie retraite, j'aimerais qu'on voit le témoignage d'Amélie. Je vous avais dit qu'Amélie Faux, qui est au Mexique, allait témoigner. Elle, hyper courageusement, elle rachète elle-même ses trimestres pour la CFE. On va l'écouter et après on interrogera Rachida là-dessus. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie. Je suis expatriée au Mexique depuis 1 an. J'ai dû démissionner après 20 ans d'ancienneté dans ma boîte pour suivre mon mari. C'est alors posé la question de la retraite. C'était un point très important pour moi, donc j'ai fait des recherches et j'ai décidé de m'affilier auprès de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, ce qui me permettait de continuer à accumuler des trimestres. Donc aujourd'hui, je paye 1014 € tous les trimestres et j'ai décidé de financer ce coût en faisant une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je produis des podcasts. C'est pour ça que vous me voyez là dans mon studio d'enregistrement. À bientôt. Merci Amélie, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc elle est très précise, elle nous dit même que ça lui coûte 1014 € par trimestre. Donc c'est un petit challenge pour se dire, il faut que je gagne plus que ça. Rachida, tu nous disais avant, pour pouvoir cotiser à la CFE, il faut être salarié.
Sauf pour les conjoints expatriés? Pour les conjoints accompagnants, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué et qui n'est pas assez connu des conjoints accompagnants justement. C'est important ça. Qui, comme le témoignage d'Amélie le dit si bien, c'est que c'est souvent des personnes qui travaillaient en France, qui ont dû démissionner pour suivre leur conjoint qui a été envoyé en mission, peu importe, en tout cas qui va travailler à l'étranger, et du coup qui se retrouvent sans rien. Et donc sur ce cas de figure typique, on peut cotiser à la retraite par le biais de la CFE sur ce qu'on appelle le parent chargé de famille. Donc c'est l'équivalent, enfin en tout cas en critère d'éligibilité, il faut avoir un enfant de moins de 20 ans à charge et ne pas exercer d'activité salariée à l'étranger. Donc si on remplit ces conditions-là, on peut cotiser à la retraite CFE. Donc là, il ne faut pas être salarié, mais entrepreneur, ça marche. Alors c'est pas exercer d'activité tout court. C'est pas exercer d'activité tout court. Donc le cas d'Amélie, il est un peu bancal. Mais Amélie, elle aurait pu avoir un autre choix, puisqu'elle prend en charge ses propres cotisations, et je pense que c'est ce sur quoi elle a souscrit, c'est l'ancien assuré d'un régime obligatoire. Je m'explique, parce qu'effectivement, c'est du jargon un peu technique. C'est une personne qui a travaillé en France, qui en partant à l'étranger n'a pas l'équivalent, et donc qui peut cotiser à la retraite, mais sur ses salaires perçus en France. Donc en fait, on prend en compte, donc il faut avoir travaillé au moins les 6 derniers mois qui ont précédé son expatriation. Donc on va prendre en compte ce salaire-là. Et par contre, pour pouvoir y souscrire, il faut bien le faire dans les 6 mois qui suivent l'expatriation. C'est très important parce qu'au-delà de ces 6 mois, on ne peut plus cotiser à la retraite sur ce critère-là. Et je pense que c'est ce dont a bénéficié Amélie. Donc je récapitule parce que c'est vraiment super important pour les femmes expats qui nous écoutent. Soit j'ai un enfant de moins de 20 ans et je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus et je peux souscrire, cotiser des trimestres. Je ne les rachète pas, je cotise. Et on avait une question de quelqu'un qui nous dit, est-ce que quand je suis bénévole, ça peut compter pour la retraite? Ça ne comptera pas, mais je peux activer ce dispositif-là. Exactement, tout à fait. Et ça, il y en a pas mal qui nous écoutent, qui le mettent en pratique. Soit je travaille, ou je ne travaille pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai travaillé dans les 6 mois avant le départ, je m'inscris dans les 6 mois après le départ, et là, quoi que je fasse, je peux cotiser aussi. Exactement. Et maintenir mes droits. Tout à fait. Et ça s'applique à plein de monde. À tout le monde. Je pense que c'est une avancée importante pour pas mal d'expatriés pour qui ça n'est pas forcément clair. Donc merci beaucoup. On a vu les expatriés d'entreprise, on a vu les contrats locaux, on a vu les conjoints. Il y a aussi les jeunes qui partent premier expat, premier boulot à l'étranger. Est-ce que dans ce cas-là, on peut être accompagné par la Sécu? Par la CFE. Alors après, ça dépend si on part en Europe ou si on part à l'étranger. Sur l'Europe, on le disait, il y a cette histoire de coordination. Sur l'étranger, effectivement, la CFE peut être le bon moyen de conserver la protection sociale française. Sinon, il y a le contrat local. Mais dans les jeunes, on observe aussi beaucoup de jeunes étudiants qui, eux, effectivement, il existe diverses possibilités. Si on a moins de 20 ans, si on part plus de 6 mois, il y a des critères d'éligibilité qui font qu'en fonction du temps qu'ils passent à l'étranger, quel diplôme ils préparent à l'étranger, ils peuvent continuer à être couverts par la sécurité sociale française ou pas. Donc quand c'est localement, et donc peut-être que là, la CFE peut intervenir. Mais ça, on en reparlera de façon plus détaillée, parce qu'il y a des offres spécifiques de la CFE. Tout à fait. Pour les étudiants. Pour l'instant, dans le moment qui vient maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on creuse une notion qui est aussi compliquée, après la géographie, après les différentes typologies de statut d'expat. Il y a la question des mutuelles. Parce qu'on a bien vu que la CFE, ça ne vient pas tout seul. Il faut de toute façon une mutuelle pour aller avec. Ma question ira d'abord pour Judith. Judith, chez vous, donc vous nous avez donné tout à l'heure le nom de votre assureur, c'était de votre complémentaire, c'était une petite pub pour eux. Techniquement, comment ça se passe pour vos expatriés? Ils sont couverts donc de tous leurs soins ou il y a encore un reste à charge?
Il peut y avoir du reste à charge. Après, ça va dépendre des contrats de toute façon de mutuelle que l'entreprise va signer. Alors, c'est important aussi pour l'expatrié de se renseigner avant de partir. Normalement, il reçoit un fascicule assez complet avec tous les risques qui sont pris en charge, à quelle hauteur. Donc, par exemple, nous, l'hospitalisation, 100% des frais réels. Et après, on a souvent des catégories comme tout ce qui va être dentaire, etc., où là, on peut avoir du reste à charge en fonction des forfaits qui sont validés ou en tout cas pris en charge par la société. Après, l'adhésion se fait relativement simple, c'est assez simple parce que c'est l'employeur qui se charge de tout. Donc l'employeur en fait se charge de faire adhérer le collaborateur à la mutuelle et le salarié a juste à confirmer son adhésion et à rajouter tous ses ayants droit. Et techniquement, c'est comme en France, j'envoie mes remboursements donc à la CFE qui va faire passer la complémentaire ou c'est plus compliqué? Alors c'est un peu différent puisque nous aujourd'hui en tout cas comme MSH International est partenaire de la CFE, et que MSH International joue le rôle de guichet unique, ils envoient à MSH International et ils se chargent de faire le lien avec la CFE. Donc techniquement, nos expatriés n'envoient rien à la CFE. Maintenant, ça peut arriver que pour d'autres mutuelles, on ne fonctionne pas pareil et que du coup, on est dans le sens inverse. On envoie à la CFE, un peu comme quand la sécurité sociale ne parlait pas avec notre mutuelle en France. Et du coup, après, on en envoie le reste à charge à notre mutuelle. Et est-ce que pour certains pays où les coûts sont particulièrement élevés ou certaines pathologies, on peut imaginer un système où l'expatrié prenne encore une mutuelle ou un dispositif pour le protéger d'un potentiel reste à charge? Moi, aujourd'hui, en tout cas, des expatriés que j'ai pu suivre, j'en ai pas connaissance, parce que le reste à charge reste quand même assez raisonnable. Et puis après, on va aussi être honnête, quand vraiment on a des situations très particulières, on peut être amené, nous, entreprise, à échanger avec le collaborateur pour voir si on ne peut pas trouver effectivement une solution à sa situation. Puisque effectivement, on a parfois des pathologies où on peut arriver à des coûts très importants à l'international. Moi, ce qui peut me venir en tête, par exemple, c'est, on en parlait avant d'arriver sur le plateau, c'est tout ce qui va être accouchement dans des pays étrangers. On a des pays où tout est à la carte, donc il faut tout sélectionner, beaucoup d'options. Il s'avère que voilà, on n'a pas anticipé le coût, le devis peut être monté très vite et être assez élevé. Et puis du coup, même avec les mutuelles internationales et la CFE, on peut avoir un reste à charge assez important. Donc c'est là où, avec nos collaborateurs, on essaye de trouver une solution en tout cas. Donc ça, c'est le gros avantage pour ceux qui sont expatriés d'entreprise. Pour les autres qui vont devoir monter ça par eux-mêmes, Rachida, quels sont les conseils de la CFE pour choisir la mutuelle qui va prendre le reste à charge? Alors nous, on a différents partenariats de différents types, comme l'évoquait Judith tout à l'heure, avec différentes mutuelles internationales. Je me répète, c'est très important aussi d'être aussi bien couvert en France qu'à l'étranger. Donc du coup, effectivement, l'idée, en fait, on sait très bien que c'est compliqué d'avoir deux interlocuteurs, de passer par la CFE, de passer par sa complémentaire, ne plus rien y comprendre. Donc avec certaines mutuelles, on a des accords où soit tout passe par la mutuelle et du coup, on s'arrange et c'est complètement transparent pour le collaborateur ou l'assuré, ou on peut avoir d'autres accords avec d'autres mutuelles où tout passe par la CFE et la CFE communique avec la mutuelle. C'est exactement le modèle français. Finalement, il y a d'abord un remboursement sécu et ensuite intervient le remboursement de la mutuelle. On a essayé de simplifier ça pour que les remboursements puissent être effectués le plus rapidement possible, en tout cas de l'intégralité des frais pour l'assurer. Après, on a aussi des mutuelles qui ont des accords avec des établissements à l'étranger pour éviter cette avance de frais, c'est aussi important pour nous, qui fait que même à l'étranger, c'est un peu comme en France quand on utilise la carte vitale, il n'y a pas cette avance de frais effectuée et la complémentaire, ou là pour le coup c'est plutôt la complémentaire, rembourse directement l'établissement de santé. Super, merci pour cette réponse claire et rapide. Je crois que c'est bon pour ceux jamais, il y en a qui avaient des questions parmi vous sur ces questions des mutuelles. Une question aussi qu'on m'a posée, est-ce que je peux prendre une mutuelle que la CFE ne connaît pas du tout? Oui. Et alors, en s'assurant, vous vous débrouillerez pour vos remboursements. Exactement, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'accord, donc on ne la connaît pas. Il faut juste s'assurer que la mutuelle va bien intervenir en complément de la CFE. Et là, pour le coup, il va y avoir doublon, c'est qu'il faudra envoyer d'une part le remboursement à la CFE et d'autre part à la complémentaire.
Très bien. Mais comme ça, si j'ai un partenaire, une mutuelle locale, où je me dis vraiment... Mais je vais vérifier qu'elle me rembourse bien aussi en mutuelle quand je reviens en France. En complément de la CFE, c'est aussi important. Ok, donc ça, vous avez entendu les précisions de Rachida. Et on va finir sur notre dernier sujet, qui est le retour en France. Parce qu'un jour, ça arrive. Donc, je ne parle pas de ces allers-retours pendant l'été dont on a parlé, mais du grand retour définitif. Donc, j'imagine qu'on va être couvert par la Sécu. Et là, on va interroger Sixtine, parce qu'elle vient de le faire. Sixtine, ça s'est passé comment quand tu es rentrée en France ? Alors, ça s'est passé. En fait, il faut retourner dans le système, dans toute l'administration. Alors, c'est ce que je disais un peu en préparant cette émission. Le système, l'administration américaine m'a réconciliée avec l'administration française. On pense que c'est terrible en France, et en fait, c'est comme beaucoup de choses, hein, il faut partir pour se rendre compte que c'est pas si terrible que ça. Voilà, donc c'est de la paperasse. Moi, j'avais même plus mon numéro de sécurité sociale, je me souvenais même plus. J'avais plus ma carte vitale. Amélie n'existait pas quand je suis partie, donc j'ai été sur place à la caisse primaire pour récupérer mon numéro de sécurité sociale, et ensuite j'ai contacté Amélie, et ça s'est fait assez rapidement. Honnêtement, j'ai été assez surprise, je dois le reconnaître, hein, de l'efficacité quand même du système. Il a fallu que je télécharge un document, que j'envoie. Alors, c'est vrai qu'on se dit, on est quand même au 21e siècle, il faut encore envoyer des courriers papier. D'ailleurs, il faut que je vais le faire pour un de mes fils qui va rentrer bientôt en France. Donc, il faut envoyer un dossier, mais c'est assez simple. Et puis, quelques jours après, on reçoit par la poste des identifiants, etc. Et donc, on peut se connecter et ouvrir notre compte Amélie, et là, ouvrir nos droits à la Sécu, et sachant qu'il y a une carence de 3 mois pour arriver sur le territoire français pour obtenir la sécurité sociale, sauf si l'on est salarié, ou si on est auto-entrepreneur. Et il se trouve que moi, j'ai créé mon auto-entreprise, et donc j'ai pu m'assurer et assurer mon conjoint, que j'ai inscrit en collaborateur non rémunéré, quelque chose comme ça, et donc il a pu bénéficier des droits. Et donc on n'a pas eu ce moment de carence de 3 mois. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Merci Sixtine, oui, très bien. Très bien, et tu as introduit cette notion de délai de carence. Délai de carence, en revanche, quand on est affilié à la CFE, au retour, il n'y a pas d'enjeu. Alors, on essaye de pallier à ce délai de carence, puisque en fait, quand on est affilié à la CFE dans sa période d'expatriation, quand on rentre en France, la CFE maintient ses droits, les droits de l'assuré, jusqu'à 3 mois. Donc, en fait, de la date de retour jusqu'à ce que la sécurité sociale réaffilie l'assuré, ou en tout cas que la carence passe, la CFE intervient sur les remboursements qui peuvent y avoir dans ce laps de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un maintien de droit jusqu'à 3 mois. Donc, au retour, soit on est salarié et on est tout de suite à la Sécu, soit on est auto-entrepreneur, soit on a la CFE et on n'a pas cette carence de 3 mois. Oui, mais c'est pas aussi fluide que ça, sinon ce serait trop facile. Oh, Rachida, tu me déçois. Soit on est effectivement salarié, mais ça s'anticipe quand même un petit peu, c'est que l'employeur doit faire les bonnes déclarations, doit quand même un petit peu anticiper l'arrivée du salarié, parce qu'il peut y avoir des délais, hein. Il faut aussi que toute l'information remonte à la sécurité sociale en France pour pouvoir intégrer le collaborateur de l'entreprise. Alors ça ouvre des droits, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Donc si on a des soins à se faire rembourser juste après son arrivée en France, on a des droits, donc il faudra les envoyer à la sécurité sociale. Ils ne seront pas nécessairement pris en compte tout de suite, mais en tout cas, ils le seront à effet rétroactif une fois que l'affiliation aura été faite. Très bien, merci beaucoup pour cette clarté. Je crois qu'on a fait le tour de tous les points. Il nous reste quelques questions à traiter, et je pense que ça va être très bien parce que ça va nous permettre de voir si on a compris. C'est Octobre Rose, c'est le mois du cancer du sein, comme vous le savez tous. Eh bien, j'ai une question quelqu'un qui préparait cette émission et qui me dit si jamais je dois faire un traitement à l'étranger, par exemple, est-ce que je peux me faire financer un deuxième diagnostic par un médecin français, peut-être en téléconsultation par la CFE ?
Alors si on a les bonnes, comment dirais-je, la bonne couverture, donc si on est sur un produit Monde Expat, oui, mais on aura le remboursement CFE. On aura le remboursement CFE Voilà. et peut-être celui de la mutuelle complémentaire. Si effectivement la complémentaire le prévoit. Merci Rachida. Autre question, mais je vois qu'on a commencé à comprendre. Quelqu'un qui me dit, techniquement, comment est-ce que je me fais rembourser mes factures coréennes d'orthodontie, hein, c'est très précis. Là, si j'ai bien compris, ça dépend de sa mutuelle. Soit vous avez un accord avec elle et vous l'envoyez à la mutuelle et c'est bon pour les deux. Soit on fait la CFE et la mutuelle parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça. Donc effectivement, il faudrait qu'on puisse connaître quelle est la complémentaire de cette personne pour pouvoir lui répondre. Sinon, nous, côté CFE, on peut facilement déposer sa feuille de remboursement depuis notre application Mes remboursements, donc de la CFE. Et donc c'est une application, on peut juste prendre en photo la feuille de soins et l'envoyer. Donc bien typer le type de soins que c'est pour qu'on puisse le prendre en compte. Mais ça va dépendre des accords qu'on a avec cette mutuelle. Autre question, j'ai un traitement à vie, donc je pense probablement ce qu'on appelle une maladie longue durée. Est-ce que ça va être pris en charge par la CFE comme ça l'est par la Sécu? Réponse oui, en tout cas pour le principe. Oui, sur le principe, très, très bien compris, en effet. Très pédagogue. C'est ça, voilà. Donc, à partir du moment où, effectivement, le médecin a établi le protocole d'ALD et que la personne donc, est en France et qu'elle adhère à la CFE au moment de partir de France, il faut bien qu'elle nous fournisse ce protocole de soins pour qu'on puisse rembourser selon ce principe d'ALD. Alors, petit bémol quand même, c'est souvent incompris de nos assurés. En France, c'est un remboursement à 100% de la dépense. Je le disais tout à l'heure et j'ai beaucoup insisté dessus, à l'étranger, les frais de santé sont très différents. Donc nous, c'est 100% du tarif conventionné français. Donc à l'étranger, ça peut avoir des différences. Donc selon nos 5 zones géographiques, selon le coût de la santé sur place, c'est des remboursements qui peuvent aller de 70 à 95% de la facture réelle. Ce n'est pas du 100% à l'étranger. Voilà, ça je crois qu'on a bien compris. C'était le dernier petit point de révision pour bien peaufiner. Un grand merci, mesdames, d'avoir rendu, en tout cas pour moi, n'hésitez pas à nous dire si c'est le cas pour vous ou pas, d'avoir rendu si claires ces questions qui sont quand même complexes. Si jamais vous qui nous écoutez, vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le groupe Facebook Femmes Expat. On y répondra avec la Caisse des Français de l'étranger. Le but, c'est vraiment d'aller au bout de vos réponses aujourd'hui. Profitons-en. Merci à nouveau beaucoup. Vous allez voir s'afficher le numéro de la CFE si jamais vous voulez en savoir plus en direct avec eux. Et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec les experts de l'expatriation sur Femmes Expat. Merci.